cet appel, je l'ai senti de la part de Dieu au travers des autres. Mais ce qui était beau, c'est de te dire que Dieu avait déjà préparé les choses parce que comme je suis quelqu'un de relativement trouillarde, c'est vraiment le domaine où j'étais relativement assurée. On a le plaisir de prolonger le dialogue avec nos invités de la rue du sel de ce mois-ci. Salut Isabelle, salut Denis. Hello. Bonjour. Ça va ? Très bien. Salut Jean-Philippe. Ça va. Salut Cédric, salut Isa et Denis. C'est un plaisir là vraiment de continuer le dialogue. On aime bien notre émission La rue du sel et à chaque fois on est frustré parce qu'on n'avait pas assez de temps. Et du coup, on est comme ça, on se prend le temps et on se prendra le temps toute cette saison à dialoguer un peu plus avec nos invités souvent qui nous parlent bien sûr de leur projet, le projet qu'ils portent, de la solidarité qu'ils portent, mais souvent on n'a pas tout le chemin qui a permis d'arriver jusque-là. Ça va être un petit peu l'objectif aujourd'hui pour nous et pour les émissions qu'on fera dans le prolongement à chaque fois de la rue du sel, découvrir le chemin des différentes personnes qu'on a. Et nous, on est tellement enrichis à chaque fois qu'on prépare les émissions qu'on découvre un peu le chemin et on a envie de vous partager ça aussi, cet enrichissement. Question un peu punchline qu'on pourra traiter tout à l'heure. Est-ce que 40 ans plus tôt, à la genèse, peut-être, je ne sais pas si 40 ans c'est le bon chiffre, mais voilà, à la genèse de vos actions musicales, de vos projets musique ensemble, etc. Est-ce que vous auriez répondu de la même manière aux différentes questions qu'on va avoir, aux différents échanges qu'on va avoir ? Ou est-ce que vous avez complètement modifié plein de choses chez vous, dans votre façon d'appréhender les choses, notamment sur votre action artistique, bien sûr. Ça sera la question qu'on aura en filigrane et qu'on retrouvera tout à l'heure. Avant ça, une question que je poserai à chaque fois à nos invités, pour démarrer ce rendez-vous, c'est est-ce que vous savez quand est-ce que la graine de la solidarité, je ne sais pas si c'est bien dit comme ça, la graine de la solidarité, mais est-ce que vous savez quand est-ce que ce truc, cette attention aux autres, cette envie d'être utile pour les autres, dans un contexte là en proximité ou au loin, comme avec le sel, est-ce que vous arrivez à identifier le moment où chez vous ça a commencé à résonner ? Quand est-ce que cette graine a été plantée ? Isabelle, chez toi, tu arrives à dire ? Alors moi, je pense que c'était déjà dans l'adolescence. Ok. Parce que mon oncle était catégorisé à l'époque débile profond, comme on disait. C'est-à-dire, il était atteint d'une pathologie psychiatrique et il était en asile psychiatrique. Et ça a été pendant des années dans les non-dits de la famille. Okay. Et vers l'adolescence, vers 13-14 ans, j'ai su qu'il existait. Parce que c'était un petit peu quelque chose c'était tellement douloureux que les parents... je jette pas la pierre du tout. C'était un vécu difficile. Et j'ai demandé à mes parents si je pouvais aller avec eux pour aller lui rendre visite. À quel âge t'as dit ? Je pense 14 ans, Wow. 14-15 ans. Ça, c'est pas banal à cet âge-là. D'avoir envie de visiter. Ouais. Presque, ce serait l'inverse. On se dirait, je me tiens à distance de la souffrance. Alors attention, parce que je n'ai pas réfléchi à la réponse, c'est très spontané. Je vous dis, je pense que c'est à peu près ça. Ouais. Je n'étais pas plus jeune, ça c'est sûr. Et pas plus âgée, puisque je te connaissais déjà à 16 ans. Donc ça doit être ça. Ouais. Et on est allé les voir. Et à l'époque, c'était vraiment Stéphansfeld, c'était là dans la région. Et c'était vraiment les murs gris, c'était les barreaux, c'était... Et je sentais tellement de souffrance. Et cet homme était artiste à l'époque. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il était en région parisienne, à Paris, pour les Beaux-Arts, avec mon père. Et ensuite, il a été interné, comme on disait à l'époque. Et le suivi était très différent de ce qui, bien heureusement, peut se faire dans l'aujourd'hui. Mais ça m'a profondément marqué. Ouais. J'ai presque la même histoire où moi j'ai appris qu'une de mes grand-mères que j'ai jamais connue, qui est décédée avant ma naissance, j'ai appris, je sais pas, il y a 3 ans, 4 ans, qu'à un moment donné, régulièrement, elle était en hôpital psychiatrique. On me l'avait pas dit, je pense pas qu'on voulait me le cacher, mais on me l'avait pas dit quand même. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avoue que moi, ça m'a même perturbé. Je me suis dit, tiens, est-ce que dans quelle mesure moi-même
je suis fragile d'une certaine manière aux choses qui avaient touché ma grand-mère, que je n'ai pas connue justement, ou pas du tout, je ne sais pas. Mais ça m'a interpellé. Et c'est marrant, ça fait un peu secret de famille. Je connecte avec ce que tu dis. C'est en tout cas comme ça que j'ai ressenti, un peu secret de famille. J'ai senti en tout cas la distance que les parents prenaient parce que c'est tellement douloureux. Ouais, je comprends. Quand on écoute ce que dit Cédric, je me dis, il y a bien une raison pour laquelle les parents en parlent pas forcément. Parce que quand on voit l'impact que ça a sur Cédric aujourd'hui, est-ce que moi j'ai cette fragilité-là? Bah oui, c'est normal, des fois, tu te poses la question. C'est très mauvais de dire ça de nos jours, mais vaut peut-être mieux en parler que mal en parler. Ah oui. Ou alors qu'en parler de maladroitement et puis que ça vienne mettre quelque chose. Et je dis pas qu'il faut pas en parler, mais on comprend que ce soit pas si facile d'en parler. Tout à fait. Ok, merci pour ce partage. Denis, chez toi? Alors moi, j'ai absolument pas une réponse aussi choc. Elle va être fade à côté de la profondeur de ce qu'Isa vient de dire. Hein. Moi, c'est simplement quand je vois ma vie avec du recul, tout le passé, j'ai plus de passé que d'avenir. Quand je vois combien on a été béni par tout ce qu'on a pu vivre, recevoir, je me rends compte de plus en plus que si j'ai reçu, je peux donner et partager et ne pas tout garder pour moi. Voilà ma réponse. Ouais, ça marche, merci. Jean-Philippe, je te vois prendre des notes, c'est assidu. C'est ça, l'assiduité que tu n'avais pas à l'école, tu la déploies maintenant, bravo. Il y a vraiment quelque chose de vrai. Je ne veux plus être le mauvais élève que j'ai été toute ma vie. Je te connais par cœur, Jean-Philippe, tu oublies. Petite séquence, à chaque fois, nos invités, on les aime. Et en vrai, à chaque fois, on fait des très très belles rencontres. Jean-Philippe, toi, tu es un spécialiste pour exprimer ça. Petite séquence, Denisa, on vous aime. Merci. Quelle pression, quelle pression. Et alors, pour vous informer comment j'ai construit mon propos là, j'ai pas construit mon propos avant. C'est vraiment en vivant le temps avec vous là maintenant, plus la visio. En fait, pour informer ceux qui nous regardent, on s'est vu en visio pendant 1 heure où on a peut-être même 1h30. En théorie, c'était long. En théorie, c'était 1 heure, mais on a vraiment passé. Enfin, de mon côté, j'ai vraiment passé un bon moment avec vous. Et je suis ressorti. J'étais au sel avec mes collègues. Je suis ressorti. J'étais fatigué parce qu'il y avait tellement de choses. C'était tellement intense que voilà. Et donc je le fais spontanément là en direct, le propos que j'ai actuellement. Donc, moi, ce qui me marque, c'est combien de vous rencontrer en vrai, de discuter avec vous en visio, ça colle avec ce qu'on ressent quand on écoute vos chansons, où il y a quelque chose de très vrai en vous. Je trouve, et on vous aime pour la façon dont vous êtes vrai. On a évoqué dans la visio à plusieurs reprises votre sensibilité, mais moi j'étais absolument pas surpris quand vous avez dit on a ce côté sensible qui, il y a des revers à la sensibilité, il y a le côté ça peut être trop sensible, ça peut être aussi ce qui fait qu'on est sensible à l'autre. Et en fait on le voit quand dans vos chansons, on le voit dans votre art. Il y a un amour que vous avez pour la musique qui est évident quand on écoute. Du coup, moi, j'ai écouté X de vos chansons et j'ai fait exprès d'aller chercher des chansons anciennes, des chansons plus récentes pour vraiment comprendre comment vous fonctionniez. Et on entend l'amour de la musique dans vos chansons. Et ce qui est pas forcément vrai avec tous les groupes et tous les chanteurs, mais il y a l'amour des mots. Et c'est très drôle parce que tu as dit dans La Rue du Sel, si vous ne l'avez pas vu l'épisode de La Rue du Sel avec Isa et Denis, allez la voir. Tu as dit que tu... Mince, j'ai perdu mon propos. Bref, qu'on pouvait reconnaître les chansons. Si on y prêtait un peu attention, on peut reconnaître les chansons qui sont composées par Denis et les chansons qui sont composées par Isa. Et c'est tout à fait vrai, je pense. J'ai pas posé la question qui avait composé, mais effectivement, on voit une différence. Par contre, un point commun, c'est l'amour des mots. Et c'est un amour qui est différent quand c'est l'un et quand c'est l'autre. Je te disais, Denis, juste avant qu'on commence l'enregistrement, il y a l'amour des jeux de mots chez toi. Et c'est marrant parce que les jeux de mots, ça peut faire sourire, mais ça peut aussi faire réfléchir de manière plus profonde que ça en a l'air. Une forme de légèreté qui amène à de la profondeur. Et voilà, c'est ça qu'on aime chez vous. Trop bien, ça connecte avec ce qu'on vous dit souvent. Vous avez ce type de retour, ce que Jean-Philippe a Moi, en tout vu. cas, dans les camps avec les ados, avec les gars, ils m'aiment bien pour ça. Le côté des jeux de mots, ils sont même plus forts que moi maintenant. Moi, je commence à me calmer. Non, oui, l'amour des mots, oui. Moi, j'aime bien les rimes, j'aime bien travailler ce côté-là. Et concernant le style musical,
on est très différents parce on a un passé musical différent aussi. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que toute sa vie, on garde ce qu'on a été quand on était ado. Et la musique qu'on a aimée quand on était ado et jeune adulte, c'est la musique qui te poursuit jusqu'à la fin de ta vie. Moi, j'ai beaucoup aimé le rock progressif des années 70. J'aime pas la musique des années 60, j'aime pas la musique des années 80, mais 70, avec tous ces groupes anglo-saxons rock progressif, Yes, Pink Floyd, Genesis, Queen et autres, ça m'a toujours beaucoup inspiré, avec dans une même chanson des changements d'ambiance, changements de rythme. J'aime beaucoup ça. Ah tiens, ça connecte avec quelque chose qu'on disait dans la rue du sel, ça, changement de rythme dans une chanson, etc. Le Queen, c'était des spécialistes. Oui, sauf que c'était Isa qui avait composé la chanson. Sauf que c'était Isa. Mais c'est pas grave. Mais non, mais ça, c'est vraiment une caractéristique chez mon chéri. Il a horreur de s'ennuyer, même dans un morceau ou dans un album. Il faut que ça bouge, il faut que ça surprenne, il faut que ça change. N'est-ce pas? Ouais, et je fais pas beaucoup de chants calmes. Tandis que moi, ça berce. Enfin, moi, je peux en faire des vifs, hein, mais il y a toujours une ligne mélodique relativement qui est impactante. Hein. C'est assez facile de suivre mes lignes mélodiques à moi. Voilà, je crois. Hein, ça, c'est une de mes caractéristiques. Trop bien. Très bien complémentaire. Ouais. Et sinon, on s'ennuierait. Hein. Chez tous les deux, il y a aussi une étincelle dans les yeux. On voit chez Denis, on voit quand on lui parle un truc qui s'allume et puis ce petit côté espiègle. Et chez Isa, on voit cette volonté de rentrer en contact. Tu regardes intensément et il y a quelque chose qui brille dans tes yeux aussi. Ouais. Moi, j'ai vraiment besoin de surprendre. Que quand tu écoutes une chanson, tu te dises pas, je sais déjà comment sera la fin. C'est important. Et aussi le mélange d'instruments improbables. Ok. Voilà, déjà rock classique par exemple, où là depuis quelques années j'ai découvert un instrument qui s'appelle le handpan, donc en un mot H-A-N-D-P-A-N. C'est incroyable, c'est quelque chose de neuf et en vieillissant on a encore besoin de se renouveler. Ouais. On ne doit pas rester sur ses acquis. Donc sur la scène on a beaucoup d'instruments. Entre le clavier, le mélodical, le handpan, les percussions, Isa joue de la flûte irlandaise en plus de la guitare. Donc il y a ce côté visuel qu'on apporte aussi dans nos concerts et notamment aussi pour les personnes âgées dans les EHPAD, ce côté visuel de surprendre qui est important. Il y a une très belle vidéo sur votre chaîne YouTube où tu prends le temps d'expliquer comment ça fonctionne. Je n'ose pas prononcer le nom de l'instrument. Le handpan. Ouais. Et c'est impressionnant hein, quand on regarde cette vidéo où comme ça sonne. Mais je venais de la voir et puis c'est assez instinctif. Ah ouais. Ouais. Merci à David Charrier hein, qui est un pasteur français et qui est le handpaniste le plus connu au monde. Ah oui? Ouais. David Charrier. Ah, je ne savais pas qu'il avait cette notoriété. Ah si, il a des milliers d'élèves dans son école sur Internet. C'est un bel instrument, en tout cas, si vous ne connaissez pas, ça mérite le petit coup d'œil. Et ça, c'est un truc dans la rubrique, vous auriez répondu pareil 40 ans plus tôt. Vous auriez répondu pareil, on aime bien le mélange d'instruments, surprendre et qu'on passe d'un instrument à l'autre sur scène. Il aime bien, c'est vraiment ma force aussi, parce que quand j'ai écrit un chant, je vais toujours d'abord vers lui pour dire, alors, est-ce que ça sort, il y a du redondant, est-ce qu'on entend les mêmes sons que d'habitude, est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop connu déjà, et les arrangements, c'est toujours lui qui arrive à amener la petite étincelle, donc ça c'est plutôt lui, hein. Plutôt lui que moi. Trop bien. En tout cas, un instrument absolument découvrir. Parlons musique, hein, si on y est, forcément un sujet qui est au cœur, vous, de votre métier, de votre parcours, de votre ministère. Et la musique, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous êtes tombé dedans, comment est-ce que finalement vous êtes dit, parce que je pense beaucoup aiment la musique, mais peu se disent, tiens, ça va être mon métier, quoi. Comment est-ce que vous avez eu ce chemin-là? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? On a beaucoup de choses à dire à ce sujet, hein, et puis pas la même chose. Donc moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans par le mélodica. Ouais. À 10 ans, j'ai commencé le piano classique avec une professeure particulière pendant 4 ans seulement. Et après, j'ai continué dans l'improvisation. J'ai arrêté avec les partitions. Je sais lire les partitions, mais j'ai arrêté avec ça. Et puis, j'ai fait partie, avant d'être chrétien, j'ai fait partie d'un groupe de bal où j'étais le claviériste. C'est là d'ailleurs qu'Isa venait danser. Venez danser. Hein. Donc, groupe de bal au niveau clavier. Et puis après, j'ai appris quand on est devenu chrétien, de jouer dans les églises. Et ça, c'est une super formation, de faire partie des groupes de louanges dans les églises. C'est là que j'ai appris le plus. Hein.
Voilà. Ok. Ouais. Et Et Isa, toi, ouais. t'as continué quoi, tu jouerais encore, t'as pas le cursus classique de l'enfant qui est Non, en école de musique. La quoi. toute, Ouais. la toute première base, mais Ouais. après, c'est beaucoup d'écouter. Ouais. D'écouter beaucoup de musique, d'essayer de reproduire. Ouais. C'est surtout ça. Hein. C'est très moderne, hein, finalement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, je crois, font de la musique comme ça. Alors on a Ouais. notre percussionniste qui va nous rejoindre pour un concert demain. Lui, il a appris que sur Internet et il est extrêmement doué. Il est extrêmement doué en percussion, en batterie, en piano et en basse, à la basse. Il a Wow. une basse 6 cordes et il a jamais appris avec un professeur, que sur Internet, YouTube. Il a 24 ans, il est incroyable. Ouais, il a une multiplicité de professeurs trouvés sur YouTube. Voilà, quoi, du coup. c'est Ouais. la Ouais, nouvelle bien- manière de faire. Ouais, bien vu, bien vu. Ouais, Isa, pour toi, donc la musique. Alors, la musique, moi, je vais d'abord plutôt par les chants. Ouais. Plutôt que musique, je fais un peu de clavier quand j'étais enfant, piano classique. Mais s'il y a une chose par laquelle on me valorisait quand j'étais enfant, c'était le chant, c'était la voix. Depuis toute mini-bout, là, avec ma sœur, on faisait des 2 voix à chaque petite fête de famille, chaque moment un peu particulier. Et c'était le vocal. Mais il y a plusieurs enfants qui m'ont dit « Est-ce que tu rêvais toujours d'être chanteuse ?» Et c'est plutôt les enfants qui m'ont posé cette question-là. Jamais de la vie. J'aurais jamais pensé, en fait. J'ai fait un parcours où j'habitais en Alsace, donc. Et là, les petites chorales alsaciennes, c'était fréquent dans les écoles, dans le collège ensuite. Et j'étais toujours soliste. C'est juste comme ça que ça a commencé. Ouais. Voilà. Et après, tout ce qui est musical, la guitare, c'est autodidacte, la flûte, c'est autodidacte. Et j'ai plutôt ensuite fait quelques stages. Bon, la voix, oui, je l'ai travaillé. On l'a travaillé tous les deux sur plus d'une dizaine d'années avec une professeure. La direction chorale aussi, mais seulement stage ponctuel. Voilà, beaucoup de choses, simplement l'expérience. Ouais. Pris ensuite quelques coachs. Celui qui a été aussi quand même très précieux pour nous, c'est Don Grieg, dont on entend beaucoup parler en Alsace. Mais on a été dans les premiers avec lesquels il a fait un groupe musical. Et on a eu beaucoup de très pertinentes remarques et une bonne formation avec lui. Ouais. Je rebondis sur ce que tu disais et je me suis questionné là-dessus aussi, le côté remarque positive, le côté via la voix, on me mettait en avant, Oui. etc. Je me demande dans quelle mesure parfois on façonne un peu le parcours de certains enfants en les valorisant. C'est vrai qu'ils sont doués, hein, mais on les valorise et du coup ça fait que l'enfant se saisit de ça sans même le conscientiser, se saisit de ça et il va en faire son parcours. Mais souvent, c'est là où il est valorisé, quoi. Et en fait, et je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu ce mécanisme-là aussi dans nos églises où c'était des personnes valorisées et qui du coup elles fonçaient un petit peu là-dedans sans forcément réfléchir non plus à ce que ça voulait dire faire une carrière pro dans la musique. Les autres les encouragent. Ouais, c'est Et ça. il y a aussi le contraire. Ok. Nous, on a quelques cas de personnes qui nous ont dit j'aimerais être professionnel, j'aimerais en faire ma carrière. Et le premier réflexe qu'on a pour répondre à ces personnes, on leur dit mais est-ce que les gens autour de toi t'encouragent ? Et c'est pas toujours le cas. Okay. Donc attention, il y a des gens qui se disent moi je veux avoir une carrière, mais ce qui est très important, c'est que les autres t'encouragent dans ce sens. Reconnaissent en fait quelque part tes compétences. Et ça c'est le aide. vrai signe que tu es doué pour quelque chose et que tu as justement une carrière à jouer là-dedans, quoi. Ok, d'accord. Donc, okay. C'est des fois le contraire. Bibliquement, c'est d'ailleurs, sauf erreur, c'est un ministère, l'encouragement. Ouais. C'est cité par Paul. Oui, et l'encouragement, c'est avec quelque chose de vrai, puisque c'est pas bon, allez, je vais l'encourager, même si j'en fous comme une casserole. Il y a vraiment quelque chose derrière ce ministère d'authentique, de discernement et d'encouragement sur quelque chose de vrai, quoi. Il faut aussi de la patience, parce que des fois, tu dois attendre quelques années pour que ce soit vraiment ton heure. Ouais, c'est ça. Alors, ce que tu disais est vrai. On peut, en tant qu'enfant, saisir quelque chose parce qu'on nous a toujours, quelque part, assuré. Tu es assuré, quelque part rassuré que ça te correspond et tu peux y aller. Mais comme dit, moi, j'ai jamais eu cette idée que j'allais le faire. Mais pour moi, le fait d'avoir été rassurée enfant et que ensuite j'ai senti comme une espèce d'appel, je dirais. Mais là aussi, c'est au travers des autres. C'est les autres qui nous appelaient. Denis et Isa, vous chantez, est-ce que vous pouvez venir, etc. Non ? Mais ce que je voulais dire, c'est que cet appel, je l'ai senti de la part de Dieu au travers des autres. Mais ce qui était beau, c'est de te dire que Dieu avait déjà préparé les choses parce que comme je suis quelqu'un de relativement trouillarde,
c'est vraiment le domaine où j'étais relativement assurée. Justement, parce que j'avais eu ces encouragements tout le temps. Ouais. Donc, je me disais pas, ah non, j'y vais pas. Je disais, bah oui, pourquoi pas. Alors qu'il y a beaucoup d'autres domaines dans ma vie où le Seigneur me donne des petits coups, là, il me dit, tu y vas. T'es sûr? Oui, ok. Vraiment? Oui, allez, ok, on y va. Je fonctionne plutôt comme ça, moi. Ouais. Et c'était beau de voir que justement, ton parcours même enfant, avant même que tu vraiment le connaisses, c'était déjà prévu dans le programme pour te faire les pas, te permettre de faire les pas que tu allais franchir ensuite pour lui. Il t'a consolidé au bon endroit, quoi. C'est ça. Moi je vois vraiment ça quand je regarde en arrière. Je trouve que c'est beau. C'est comme le fait que Denis et moi, nous soyons ensemble. On peut dire qu'on est sortis ensemble. J'avais 15 ans et demi, voilà, lui 4 ans de plus. Mais on n'était pas engagés pour Dieu à ce moment-là, vraiment. On a vécu notre vie, voilà, de jeunesse, notre jeunesse comme ça. Ensuite, on s'est vraiment engagé pour lui à peu près en même temps, mais c'est beau de voir qu'il avait déjà prévu le parcours avant même l'engagement. Et qu'après ça, il nous demande d'être à plein temps tous les deux dans la musique. Tout le monde est à plein temps pour Dieu, on est d'accord. Mais dans ce ministère particulier, je veux dire. Ouais, complètement. Voilà. Et justement, comment est-ce que ce passage-là, cette conviction, parce que je pense qu'il faut être vraiment déterminé, hein, sinon on n'y arrive pas, parce qu'il y a des moments de creux et des moments machin, et cette conviction que pour vous, ce qu'il faut, ce qui est bon, le plan de Dieu, pour vous, c'est la musique. On n'a pas forcé les choses. Ouais. Donc, on avait cette base musicale, moi musicale et Isa vocale. Et moi, je travaillais au Télécom, France Télécom. J'ai été muté à Paris. On s'est mariés, on est venu à Paris. On a fait partie d'une église locale. Et après, on a fait des études de théologie. Parce qu'on s'est dit, au cas où Dieu permettrait qu'on ait un ministère à plein temps, on veut avoir une base théologique. Et donc, on a fait l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, 3 ans, avec le diplôme. Et même après ça, je suis retourné dans mon travail séculier, encore 3 ans, parce qu'on a voulu préparer ce ministère à plein temps sans forcer les choses. D'accord, vous vouliez qu'il y ait un appel d'air, quoi, finalement. Ouais, et puis qu'il y ait une base, qu'il y ait des personnes autour de nous qui nous encouragent pour ce ministère. Et ça devait se construire sur plusieurs années. Okay. Donc, on ne s'est pas lancé comme ça. Hein. C'était facile, ça, ce temps de... Parce que là, on dit ça légèrement, à encore 3 ans. mais 3 ans, quand on y est, c'est énorme. Ouais, avec du recul, je ne sais plus trop. C'était facile à attendre, à faire le point. On va voir si ça se concrétise ou pas. On avait quand même une action artistique déjà, mais pas encore à plein temps pendant ces 3 ans. Hein. Oui, on a même sorti notre tout premier album, non? Oui, en 89, on continuait artistiquement, mais la question c'était, est-ce qu'il lâche la sécurité de l'emploi? Donc c'est là que, voilà, c'était là l'attente. Sur toute votre carrière, j'interviens, j'arrache la parole. L'arracheur de parole. Sur toute votre carrière, il y a eu des moments de fébrilité sur le plan financier qui seraient allés jusqu'à vous faire douter du ministère? Oui, on a eu des moments plus compliqués dans les années 90. Qui nous ont remis pas mal de choses en question, oui. Mais alors, justement, je profite de ta question pour dire qu'on est sur un modèle, un modèle qui n'existe plus beaucoup. On est intermittent du spectacle. Enfin, moi, ils viennent de me mettre à la retraite parce que j'avais l'âge et mes annuités. Mais intermittent du spectacle et dans un cadre avec une association autour de nous à qui on rendait compte au niveau administratif, mais aussi au niveau spirituel et humain. Conseil peut-être. Un conseil avec une association, ouais. Et des donateurs. Donc depuis de nombreuses années, on a comme des missionnaires, on a plusieurs donateurs qui assurent ce soutien financier, ce qui nous permet de répondre positivement aux églises et autres structures qui nous invitent, sans avoir cette pression financière. Donc quelqu'un qui veut nous avoir mais qui n'a pas les moyens financiers, on vient quand même parce qu'on peut compenser grâce aux donateurs. Et ça s'est construit avec les années. Et dans les années 90, c'était plus compliqué avant qu'on soit intermittent. Ouais. Mais oui, pour répondre à ta question, on avait passé par des moments plus compliqués. Ouais. Ça veut dire que peut-être... Excuse-moi Isabelle. Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous avez, en quelque sorte, eu moins... Il y a eu moins d'impact sur la transformation de l'écoute de la musique chez vous que chez d'autres, peut-être, du coup, avec ce modèle-là? C'est-à-dire la numérisation, la digitalisation de la musique. On vend plus de CD, quoi, c'est ça que tu dis. On vend plus de CD, oui, et okay. Certains ont dû être... Enfin, c'est pas ont dû. Certains ont été frappés de plein fouet par cette évolution de l'écoute. Mais grâce à ce côté ministériel, je ne sais pas comment on peut dire, est-ce que l'impact a été moins fort pour vous? C'est vrai, ça donne une sérénité
du fait qu'on a un soutien financier. On n'a pas besoin de s'accrocher à ça. On vend plus, on vend moins, voilà. Donc ça, oui, surtout depuis quelques années, ça nous rend vraiment sereins par rapport à ça, ouais. Je pense que les périodes un peu plus délicates, c'était aussi les périodes, mais c'était les mêmes années dont il parle. C'était pas que la question de la pression financière, mais c'était aussi, donc on a les dons, c'était aussi le fait qu'il y avait moins de demandes pendant tout un temps. Parce que quand on a commencé, c'est là qu'il y avait les fameux... On pouvait inviter les évangélistes complètement inconnus, on les mettait sur une scène, et il y avait plein de monde qui venait, et c'était pas un problème. Aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça. Ce modèle a disparu. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc la période 90 aussi, c'était un petit peu la période où on continue à se dire, mais est-ce que c'est encore notre place ? Puisqu'on est moins demandé. Seigneur, est-ce que... On a aussi eu ce temps-là, ce questionnement-là un peu il y a une dizaine d'années aussi. Et c'est aussi un petit peu toujours la question de la demande. Je veux dire, si il n'y a pas de besoin, peut-être qu'on n'est plus à notre place. Et c'est dans cette période-là qu'on s'est réinventé, mais pas de nous-mêmes. C'est venu vers nous. On a commencé. C'est ma question, ça tombe bien. On a commencé à nous dire, mais vous voulez pas faire des concerts pour enfants ? Et ça, c'était nouveau. Des concerts chrétiens pour enfants, c'était nouveau. Et c'est encore rare aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Et puis les concerts de Noël, parce qu'on a sorti des albums de Noël, donc ça a créé de la demande. Et maintenant les EHPAD aussi, les camps. Donc on a une diversité qui fait que on a pu rebondir et s'adapter jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais on peut dire que c'est la grâce divine. Je veux dire, tu vois, c'est comme peut-être on n'est pas vraiment dans notre tempérament à nous deux là, on n'est pas vraiment des visionnaires qui vont, en tout cas, on va un projet, on va foncer. Non, mais on reçoit de la part de Dieu ces clins d'œil qui nous disent c'est par là ou c'est par là. C'est comme pour les EHPAD. On a besoin un petit peu de faire plus soft, mettre moins d'énergie. C'est quand même plus facile d'être que à 2, petite structure, en journée, pour 1 heure ou pour 2 interprétations, que en soirée, à partir de 20h30 jusqu'à il est minuit, on va tout remballer, le lendemain on repart là-bas. Et c'est comme si c'était adapté. Mais ça, c'est cadeau. C'est pour ça qu'on dit toujours, moi je le verbalise différemment. De toi, c'est la même chose que ce que tu disais, on avance, voilà. Vous vous laissez aussi réformer par le sens du vent, quoi. Oui. Et c'est assez intéressant du vent de l'esprit, hein, pas du vent... Mais se remettre en question et puis s'adapter aux nouvelles choses qui se proposent à nous, quoi. Opportunités, voilà. Si ça nous correspond. Oui, c'est ça, parce que vous avez une longévité. Beaucoup d'artistes qu'on pourrait rencontrer, ils ont une longévité de 5 ans, on dit que c'est déjà long. Là, vous avez une longévité qui forcément, à un moment donné, vous avez dû faire des choix, suivre des chemins, changer le cap. Ouais. Mais en fait, comme toi, Cédric, dans le fait que vous étiez avec ta femme, avec un groupe, et là, c'est compliqué le groupe. Donc, finalement, de se retrouver juste avec son conjoint, c'est plus facile, c'est plus mobilisable. Et pareil pour Thomas Blanc, qui avait le groupe Charisma. Et maintenant, il tourne en solo ou en duo avec sa femme. C'est plus. Au niveau logistique, c'est plus cool. Mais... Oui, si vous partagez que le petit groupe de musique, il y a 12 enfants maintenant, donc sur les familles, donc effectivement, c'est moins simple de faire le concert en soirée, comme tu disais. C'est ça, complètement. Un peu autre sujet, même si sujet complètement connecté pour vous. Foi, spiritualité, est-ce que c'est quelque chose, parce qu'en plus vous êtes ambassadeur de ça, en tout cas de votre parcours au travers de votre vie artistique, et je ne parle pas d'ambassadeur du sel, pour le coup. J'ai bien noté. Je m'interrogeais. Non, vraiment ambassadeur de vos convictions, et qui rejoignent des communautés, etc. Et ma question, c'est, est-ce que vous avez toujours été, vous, au diapason ? Parce que c'est aussi normal d'évoluer, de cheminer, de grandir. Et peut-être qu'on ne grandit pas toujours à des rythmes identiques dans un couple. Et c'est peut-être normal, mais vous êtes porteur de quelque chose ensemble. Est-ce que vous avez traversé ça ? Ou pas du tout ? On traverse toujours. Je pense que ce qui est important et ce que ressent les auditeurs, c'est l'authenticité. Ouais. Moi, je passe par une période pas évidente où je passe par des moments de doute. Et ça, il ne faut pas le cacher. Et dans mes créations d'aujourd'hui, je peux parler de ça. Et j'ai vraiment envie de faire ça dans les années qui viennent aussi, de me dire où j'en suis aujourd'hui. Et pas faire semblant. Pas jouer le jeu, voilà, tout va bien avec Dieu, tu vois. Et si tu as des fragilités, même des doutes, tu peux le dire dans tes chansons, parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans. C'est important. Top, ok. Ouais.
C'est que belle. je me dis, si Dieu veut nous utiliser, il décide de nous utiliser comme ambassadeurs, il décide de le faire avec l'ADN que nous avons. Avec l'ADN qu'on a, avec le parcours qu'on a, avec l'état dans lequel on est à un moment M. Et c'est son esprit au travers de tout ça, quoi. Donc si on veut vraiment être pertinent, ben oui, il faut rester en conviction avec ce qu'on est en train de vivre. Je pense que c'est là que ça peut porter. Après, authentique, on ne l'est pas. Je veux dire, c'est pas du genre, on va tout dévoiler. Il faut rester garder une Oui, c'est pas du certaine. voyeurisme. On est Voilà, d'accord. oui, Oui, on oui, veut complètement. garder une certaine. Voilà, il faut dire les choses qui nous semblent constructives. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on ne les a pas dépassées. Il faut déjà avoir bien, je pense, digéré les choses pour qu'on puisse ensuite, voilà, transmettre. Et vous pensez que vous êtes... parce que ça aussi, ça m'a l'air très moderne, je ne sais pas si c'est le bon mot, de faire énormément transparaître l'authenticité dans son projet artistique. Là où peut-être avant, c'était plus quelque chose de bien présenté. Voilà. Et est-ce que vous avez fait ce chemin-là, ou est-ce que cette authenticité, vous l'avez toujours eu, ou est-ce qu'il y a aussi un chemin de réforme vers ça? Je pense qu'on l'a toujours eu, hein. Mais sur scène, on est aussi des acteurs. Bien C'est-à-dire sûr. que d'un concert à l'autre, si tu as vécu quelque chose de difficile dans la journée, les gens vont pas le sentir, hein. Oui. Tu es quand même un acteur, donc tu joues quand même un rôle, hein. Même si tu fais tes propres chansons et si tu dis, tu présentes tes chansons, tu fais un lien entre elles, si tu as vécu quelque chose de fort, ça t'empêche pas de redire la même chose que tu as dit hier avant ce que tu as vécu. Mais des fois, si tu as vécu quelque chose de particulier, tu peux le faire ressentir à un concert donné. Donc c'est un mix. Ouais. C'est-à-dire qu'on joue un J'entends. rôle, ou plutôt, peut-être qu'on pourrait dire aussi, on est porteur de ce qu'on a écrit à un moment et on y croit toujours. Ouais. Même si peut-être fragilité ou même si peut-être émotionnellement, bon, c'est pas la joie qu'on est en train d'exprimer là, mais quand même, cette joie, elle a existé, on y croit aussi. Ouais, oui, complètement. Mais voilà, quoi. il y a- Non, on fait bien la part des choses, c'est clair. Et notamment dans notre échange préparatoire, Denis, toi qui parlais beaucoup de ça, et même ça transparaît quand tu dis là, dans les années à venir, j'ai envie de faire ça. On sent que tu as la niaque comme ça, et je trouve ça trop beau. Pourvu que ça dure. Ouais, ben, c'est ça. Ben, justement, alors, en vrai, on rêve tous de ça, de garder l'envie, la détermination, la rage d'y aller comme ça. Je trouve ça trop trop beau. Et est-ce que je crois que tu le disais un petit peu dans notre échange préparatoire, ça peut jouer des tours aussi, ça, parce que quand on a l'envie d'y aller, ben on a aussi des attentes, Ouais. des attentes Et- fortes. Quel recul tu as sur tout ça? Et puis, on peut tomber bien bas après. Oui, effectivement, j'ai des hauts et des bas, indépendamment de l'âge et de la période, hein. Ok. Mais en ce moment, je suis de nouveau dans une période de composition et c'était pas programmé, c'est venu comme ça. Et donc, d'ailleurs, demain, je vais interpréter pour presque la première fois un nouveau chant que je viens de faire où j'aime beaucoup marcher et d'observer la nature autour de moi et de voir qu'est-ce que la nature a à nous apprendre. Et donc, j'ai été touché dernièrement par les grands oiseaux qu'il y a sur les lacs. Nous, on habite à Marne-la-Vallée, il y a des cygnes, des oies, des canards. Donc, j'ai fait une chanson là-dessus. D'accord. Et en disant, voilà, par rapport à ce chant, c'est de voir le cygne comme l'oie, comme le canard, son pâteau sur la terre. Mais dès qu'il s'envole, waouh, c'est incroyable. Et ben nous, on peut aussi avoir l'air pâteau, mais on a plein de choses à donner, on a plein de capacités, qu'il faut découvrir ces capacités. Voilà, c'est ma nouvelle chanson. Trop bien. Ça donne envie de l'écouter. Et puis une autre sur Judas, où donc voilà, qui était Judas par rapport à l'équipe qui était autour de Jésus, et qu'est-ce qu'un Judas aujourd'hui sur la porte, et de faire toute une leçon là-dessus aussi, avec des jeux de mots. Judas, on parle bien du disciple qui a trahi Jésus, quoi, qui a Voilà, vendu Jésus. Judas Quoi. l'Iscario. Ok, d'accord. Ouais. Tu fais une chanson, t'as fait une chanson sur lui. Quoi. Ouais. Ok. C'est marrant. Si on peut rentrer un instant dans le process de création, d'envie, tu arrives à identifier quand ça te dit si je faisais une chanson sur Judas, c'est typiquement le genre de personnage sur lequel on fait pas de chanson, quoi. Ouais, c'est pas programmé, hein, mais quand tu lis ta Bible, tu tombes des fois sur des choses qui te touchent et ça devient une évidence. Et Judas a beaucoup à nous apprendre, hein, parce que quand tu te rends compte qu'il était au même titre que les autres disciples de Jésus, et Jésus,
il disait, quand il disait vous allez juger les hommes quand vous serez au ciel et tout, et il en faisait partie de cette équipe. Ouais. Et finalement, il a choisi de ne pas faire partie de cette équipe. Ouais. Et quand il a renié Jésus, Jésus lui a encore donné, il aurait pu se repentir et revenir vers lui. Mais il s'est repenti et il s'est pendu parce qu'il est resté, il n'a pas voulu renouer, quoi. C'est incroyable. Donc il y a ce libre arbitre. Jésus, il tend la main même au pire d'entre nous, mais finalement c'est à toi de choisir de donner la main en retour ou pas. Ça va avec votre authenticité, parce que tu pourrais rejeter, comme dit Cédric, tu dis « Ah non, mais pas une chanson sur Judas. Enfin, les gens vont pas comprendre. » La bonne excuse pour pas le faire, non, je vais pas rentrer là-dedans. Et vous savez soulever des questions complexes et puis y aller avec authenticité, quoi. Ouais, mais il faut, et la Bible a tellement à nous apprendre. On s'inspire de la Bible et on s'inspire aussi des choses de la nature. Et Isa est beaucoup plus dans la psycho aussi. Le relationnel. Le relationnel. Dans L'humain. C'est vrai, les rencontres t'inspirent et t'inspirent des chansons? Oui, le fonctionnement humain, Ok. les rencontres, les échanges, la rencontre de Jésus avec les différents personnages de la Bible, ouais. Ça se ressent dans notre album Juste là. Tes compositions dans l'album Juste là, c'est notre dernier album pour les enfants. Oui, Il y a beaucoup de ça. Avec une belle pochette. Ouais. Je crois que c'est Myriam shot. Schott qui a... Ouais. Si vous connaissez Myriam Schott, si vous ne la connaissez pas, allez voir des choses, mais on n'avait pas évoqué dans l'émission de la rue du Sel Petit Cœur avec ce lien graphique, et là c'est tout autre chose, mais par Ouais. contre il y a quelque chose de... on a envie de la regarder, cette pochette d'album, je trouve. Personnage en merci, Et je profite pour faire une petite parenthèse, parce que pour préparer donc l'émission, j'ai écouté pas mal de vos titres, et on peut le faire, ça vous soutiendra plus, peut-être je dis une bêtise, donc corrigez-moi, ça vous soutiendra plus si on le fait par Top Music. Oui. Et on peut même faire des soutiens de manière assez directe en écoutant par Top Music plutôt Ouais. que par d'autres plateformes. Ouais. Donc n'hésitez pas à faire ce petit effort Ouais, merci. pour aller voir les pochettes des albums et écouter les chansons. Le roi de... Le roi du marketing. Le roi du marketing est passé par D'ailleurs, là. Top Chrétien, si vous m'écoutez, Nous cherchons un financement. allez, un petit don au sel. C'est ça. On parlait des plus jeunes avant, et vous en avez croisé beaucoup des plus jeunes. Est-ce que ceux qui connaissent pas tout ce que vous avez fait comme alors, je sais pas comment les temps de formation, les colos de formation, je sais pas comment est-ce que ça s'appelait. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que vous avez créé, ces stages, et qu'est-ce qui s'y vivait chaque année? Donc ce qu'on appelle les camps musique et art, qu'on Ok. a commencé au milieu des années 90, c'est pas nous qui avons eu l'idée du modèle, c'était avec les Semailles à l'époque, c'était Gilles Roche qui animait déjà un camp d'été avec plutôt des enfants. C'est ça. Et dans ce camp, il y avait préparation d'un spectacle de fin de camp. On l'a côtoyé, on l'a secondé pendant 2-3 ans, donc Gilles Roche, avant de justement développer notre manière de faire à nous et de faire des camps qu'on animait nous-mêmes avec nos propres équipes. Ouais. Où il y avait la frustration de travailler avec les enfants. Tu ne peux que travailler, allez, 2 heures et demie par jour. Avec les dans le meilleurs. camp, quand ça va bien. Et aussi, du coup, d'arriver quand même à quelque chose de qualité et ne faire qu'un concert. Et donc là, nous est venue l'idée ado et une tournée après. Waouh. C'est là que ça a vraiment démarré. Donc, camp artistique, on en faisait 3 par année. Alors, Denis, aide-moi. Donc, grain de blé. Oui, anciennement Fleury, Semailles en été. voilà. Ensuite, on a commencé dans les années 90. En 98, on a commencé Champfleury aussi, et c'était à la période de Pâques, une semaine à Pâques. Et en 2002, on a incorporé Saint-Lunaire, Voilà. le camp musique de Saint-Lunaire, musique-art, en automne, vacances de la Toussaint. Avec toujours le même schéma, 5 jours de travail avec 45 jeunes, 4 ateliers, groupe vocal, musique, danse, chorégraphie et théâtre. Et 6 mois de vacances après pour s'en remettre. Ouais. Et Tu as puis, tout compris. 2 à 4 concerts en fin de camp. Waouh.
Ouais. Et du coup, ça multiplié par 20, 30 ans. C'est ça? Je dis pas de bêtises? Alors, 27 ans, je pense, c'était ouais, le ouais, premier. avec les Le tout premier, semailles, avec ouais. les semailles. Wow. Ouais. Donc là, on voit ce qui est impressionnant, c'est que du coup, si on fait un rapide calcul là, les 45 enfants, etc. Bon, j'imagine qu'il y a certains qui revenaient d'une année sur l'autre, mais quand même, on voit quand même le volume, le nombre d'enfants qui sont impactés et pas juste. Vous connectez à eux profondément et vous laissez ce que vous êtes. Je me disais, il se lance dans un truc, il va nous dire le nombre. Je me suis dit, je le laisse faire, hein, parce que alors si on fait un rapide calcul, il y a un grand nombre d'enfants. Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a ceux qui reviennent d'une année à l'autre pendant 5 ou 6 ans. Hein. Ah oui, quand même. Ouais, voilà. De 13 ans à 17 ans. Donc j'ai bien fait de pas donner de chiffres. Il y a des retours, tu l'as mentionné, je crois, dans la rue du Sel. Vous recroisez ces anciens enfants devenus adultes. Et des couples qui se sont formés. Plus d'un. Bah oui. Et vous avez des idées de paroles encourageantes que vous avez eues ou des souvenirs d'enfants croisés, enfin d'adultes croisés qui finalement vous ont confirmé que vous étiez bien dans un ministère, en fait. Enfin, s'il était... genre 10 ans plus tard, d'accord. Ouais. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, certains jeunes avec qui on est resté en lien d'une année à l'autre, même en dehors des camps, pour accompagner jusqu'à un certain point, quoi. Hein. Je ne sais pas s'il y a vraiment des paroles particulières. Il y en a, hein, mais on ne les a pas par cœur. Oui, là. bien sûr. Mais par exemple, Mathias Guillemot, vous voyez qui c'est? Oui. Eh ben, c'est un de nos jeunes de Caen. Et qui maintenant a son propre ministère et qui est à fond. Hein. Et puis il a rencontré sa femme dans nos camps. Mais ça, on le dit juste entre nous. Oui. Tout à fait. C'est chou. Et puis d'autres aussi, hein, qui reprennent Pef et Fanny. Donc deux jeunes aussi qui se sont aussi rencontrés dans nos camps et qui se sont mariés, et qui animent aussi des camps avec une partie musicale, artistique aussi. De leur côté. Peut-être une jeune adulte qui m'a écrit il y a de cela 2, 3, 4 années, qui avait, dans son parcours de foi, elle a fait un break, elle est partie dans bien d'autres choses, sur le sens de la vie, des spiritualités autres, et elle est revenue doucement sur le chemin vers le Seigneur, et vers Dieu, vers Christ, et elle m'a écrit pour me dire qu'elle a rêvé de moi et qu'elle se rappelait que j'étais... Ça fait, je ne veux pas être trop égocentrée là, mais c'est juste que voilà, c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Elle a vécu qu'à l'époque, dans ce camp, on avait dit de qui vous voulez être, qui avez-vous comme modèle? Et c'était moi, en fait, son modèle, parce que j'étais toujours gentille, toujours souriante et toujours enthousiaste. Et j'aimais Dieu. Et donc, des années après, elle a rêvé de moi. Elle m'a dit, il faut que je te le dise. C'est comme un poteau indicateur de ce que j'avais vécu et qui montre, tu me montrais Dieu. Et je te l'écris. C'était précisément l'objet de ma question. C'est pas prétentieux ou égocentrique de dire ça, c'est juste que des fois, dans une... on voit bien, hein, quand vous racontez votre parcours, que... Évidemment, il doit y avoir des moments tellement décourageants. Et puis, cette remise en question que vous avez évoquée en disant, finalement, est-ce qu'on est toujours à notre place? Même si on se dit, Dieu va nous donner autre chose, mais quand même, c'est dur, quoi. On chantait, on était à notre place, puis d'un coup, on se dit, mais ces interrogations, t'as forcément besoin... Enfin, Dieu nous fait la grâce de croiser des gens comme ça. Et oui, j'entends que ça peut être... cet encouragement, et même a posteriori, des fois. Oui. Ah oui. Oui, on n'est pas toujours... En fait, c'est, je pense, dans la vie chrétienne, c'est ça. On n'est pas conscient de ce qu'on sait juste en étant. En étant ou en disant certaines choses. Vaut mieux peut-être pas. Mais il y a des moments, comme tu dis, où c'est tellement bon de l'entendre. Dieu sait bien quand tu as besoin de l'entendre. Voilà, c'est ça. Ouais, souvent, on évoque la solidarité, hein, comme ça. C'est... Des fois, les grands plans de solidarité, ok, mais ce qui compte, c'est être solidaire, avoir ça dans le cœur, chevillé au corps, et puis après, l'action, souvent, elle vient presque toute seule, quoi. Enfin, il faut s'organiser des fois, mais Oui. c'est un prolongement naturel de quelque chose qu'on est. Quoi. Oui. Top. Ouais, et du coup, vous avez une... je ne sais pas si vous y pensez, si vous je peux vous discuter entre vous des fois on de ça. discute parfois. Ouais, parfois. Non, mais, pardon.
Non, mais non. Ouais, non, mais t'as raison. Mais de ce sujet-là, j'ai conscience de l'impact. Et c'est quelque chose. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas conscientisé encore parce que vous êtes encore vraiment complètement dans le guidon de votre action artistique actuelle, etc. Alors, j'ai pas compris la question. Votre côté mentor, en fait. Votre côté mentor. Ouais, Est-ce que vous percevez à quel point vous êtes des mentors et surtout vous avez été des mentors pendant tout votre parcours? Il y a le petit bout de chant, je ne sais plus ce que c'est comme chant, c'est moi qui dis « J'ai du mal à y croire ». Ouais, on a besoin, peut-être qu'on le fait l'un pour l'autre, quand l'un est découragé, on dit « Mais tu te rends compte de… » Mais alors… Souviens-toi que… Souviens-toi que… Ça fait le double effet parce que souviens-toi que et ça te le rappelle à toi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais c'est peut-être plus facile de le faire, enfin, avec nos personnalités, notre tempérament, de le faire pour l'autre qu'à soi-même. Ouais. Tu vois, en tout cas, c'est en toute humilité, hein, parce que nous aussi, on apprend de la jeunesse. Hein. Ouais. On apprend de la jeunesse, on se remet en question, on se rend compte que aujourd'hui encore, c'est des grandes richesses, des belles découvertes qu'on fait. Hein. Donc, j'ai du mal avec le mot mentor. Ah, c'est vrai. Ok, ouais, c'est un mot. Non, mais parce qu'il y en a qui se revendiquent mentor. Moi, parce qu'il y a aussi une certaine frustration de ce sur quoi je m'étais projeté quand j'étais jeune, et je me dis tiens, je ferai ça, et avec du recul, j'ai pas réussi tout. Hein, Dieu nous a pas forcément conduit dans la direction qu'on aurait voulu au départ dans tous les domaines, et donc j'ai quand même des frustrations. Et je vois mes faiblesses tout au long de ma vie, je vois mes faiblesses aujourd'hui, et je me dis tiens, la roue a tourné. Dans quel sens la roue a tourné? J'ai plus de vie derrière moi que devant moi. Okay. Donc j'ai des frustrations en disant tiens, j'ai pas réussi à faire ci ou ça. Et à la fois, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et ça nous permet aussi de rester humble. Et le côté maturité, ça permet d'accepter ça, ou la douleur est tout aussi présente que quelque chose qu'on… Mais je crois qu'en vieillissant, on acquiert de la maturité, mais pas que. Et il y a des choses qu'on résout pas. Des choses qu'on résout pas, et on le voit d'ailleurs dans les EHPAD, hein. Quand tu vois les personnes du 4e âge, tu vois certaines personnes, et quand tu as des faiblesses ou des points faibles dans ta vie, il y en a que tu résous et d'autres qui augmentent avec l'âge, mais ça nous fait du bien quand même de voir qu'on avance et qu'on a quand même plus de sérénité qu'avant. Oui, même s'il y a des fragilités, des faiblesses, je pense que, je veux dire, grâce à Dieu, on arrive à ce qu'elles soient peut-être moins profondes. Ouais. On arrive à dépasser plus facilement l'état down. Ouais, je pense quand même. Puis j'imagine quand tu as justement ce genre de témoignage qu'on évoquait tout à l'heure avec cette lettre, et que quelqu'un vient te dire « Oh, dis donc, ta musique, elle est je sais pas quoi », ou une critique ou quelque chose de négatif, tu dis, ok, cette personne pense ça, mais n'empêche, ça peut être aussi se rappeler et se dire, Seigneur, je sais que tu m'as mis là et je veux pas croire non plus les mensonges qui peuvent venir et me faire croire que j'ai pas été à ma place, en fait. Ouais, mais ça t'affecte quand même. Hein. Ouais, ça s'empêche et pas. D'ailleurs, dans la vie, hein, si tu as 1000 personnes, si tu as 1000 amis qui t'encouragent et tu as 1 ou 2 ou 3 personnes dans ta vie avec qui tu as eu des problèmes, toute ta vie, tu y penses, hein, et tu le ressasses. Moi, personnellement, c'est le cas avec 2 ou 3 personnes, alors qu'il y a des centaines de gens où c'est positif. Et ça me poursuit quand même. Ouais. Mais on peut aussi prier, c'est aussi un sujet de prière, hein, ça, particulièrement pour les artistes, qu'ils arrivent à avoir la distance et guérir de ces choses-là, quoi. Tout à fait. Ouais, merci de le dire. Petite séquence pour avancer dans l'émission. J'ai appelé ça « Vous nous avez choqués ». Je ne savais pas si tu allais la faire finalement. Ouais, je sais, comme le temps avance un petit peu, mais on va quand même la faire peut-être un peu rapidement. Mais vous nous avez choqués au sens des choses que vous avez dites dans tous les échanges qu'on a pu avoir, et ça nous a interpellés. Moi, si je retenais une chose, choqué, c'est pas le bon terme, c'est vraiment un truc de marketeur provoque. C'est le nom de la séquence, voilà. Interpellé dans le sens de l'image que j'avais de vous avant les entretiens.
C'était plutôt ils sont bien ancrés dans le milieu évangélique et reconnus. Je veux dire, je sais pas, personne va aller dire de Nisa, oh, il y a ceci, cela qui pique ou qui gratte. C'était l'image comme ça, mais sans y penser, quoi. Et puis, en faisant les entretiens, je me suis dit, purée, mais vous allez là où ça peut piquer, ça peut gratter, et ça commence tout au début de votre carrière, où vous nous avez évoqué, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail mais d'aller chanter où d'autres ne voulaient pas aller chanter, faire de la musique où d'autres ne voulaient pas, et ça, c'est pas forcément très... je sais pas si c'est très bien de le dire comme ça, mais très évangélique, dans le sens négatif du terme. C'est pas bien de dire Et comme puis, c'est mal de le dire ça, et ça n'engage pas le sel, ça engage Jean-Philippe Guettal. Mais on te comprend. Et puis, finalement, je me rends compte que tout au long de votre carrière, vous avez été dans les endroits pas forcément évidents, ou alors qui n'étaient pas forcément les plus valorisants. Aller chanter pour les enfants, vous pouvez être réduit, et j'ai fait attention dans mon portrait de ne pas vous réduire à ça, parce que ça peut être le raccourci. Ah oui, Denisa, c'est le groupe pour enfants. Non, parce que vous allez chercher les publics, et c'était l'objet de mon petit portrait dans la rue du Sel, qu'on renvoie nos spectateurs vers la rue du Sel, de dire que peut-être qu'il y avait de l'espace, parce que peut-être c'est moins glamour d'aller chanter pour les enfants que d'aller dans d'autres endroits. Et puis les personnes âgées, on y retourne, quoi. Je veux dire, ils sont vieux, ils vont aller chanter pour les personnes âgées. Ils vont choisir leur EHPAD. Ouais, c'est ça. Dis donc, vous étiez pour les enfants, maintenant vous êtes pour les personnes âgées. Et finalement, vous avez conduit ou Dieu a conduit votre carrière là où il y avait des niches vides, mais elles étaient justement à remplir, et j'ai été choqué, si on peut reprendre c'est le but, par ce truc-là. On pourrait dire, tiens, si j'étais manager de groupe, n'allez pas vers les personnes âgées, parce que là pour vos vues sur YouTube ou je sais pas quoi, non, vaut mieux aller là. Mais sauf que votre manager, c'est visiblement pas un humain, mais c'est bien Dieu, et j'ai été interpellé par ça, quoi. C'est rigolo, parce que tu sais, le premier truc que j'ai noté dans la rubrique que tu nous as choqué, les concerts en EHPAD. Ah oui, ouais, c'est vrai. Mais curieusement, les réactions qu'on a de notre entourage sont il y a beaucoup de compassion et beaucoup de « Waouh, vous faites ça pour les personnes âgées, merci ». Voilà, c'est plutôt ça qu'on entend. Ok. Parce que les gens sont conscients que les personnes âgées dans les EHPAD sont comme mises dans un garage. On n'a plus envie d'entendre parler d'elles. C'est comme si elles sont classées là et nous, on continue notre vie. Non, mais ils ont, comme j'ai dit dans l'autre émission tout à l'heure, ils n'ont pas résolu leurs problèmes dans les EHPAD. Hein, et ils ont vraiment besoin qu'on s'occupe d'eux et qu'on vienne vers eux. Et donc, les gens sont conscients de ça. Ça te renvoie moi, honnêtement, quand Isa t'a dit faut aussi se re-remplir après les concerts en EHPAD, je conçois tellement, parce que tu vas faire une visite en EHPAD, déjà ça te renvoie à ta propre finitude. C'est ça. Tu te dis je voudrais pas être comme ça, ou le pauvre, et du coup ça vide quelque chose, quoi, donc j'imagine combien ça doit être difficile aussi, et il faut avoir des temps de pause, quoi, pour vous épargner vous aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis, nous, quand même, on a un peu de temps, puisqu'on reste presque 5 heures là-bas, hein, entre l'installation, etc., les moments de repas, les moments où on discute, etc. Et c'est toujours ceux qui ont des vécus très, très lourds qui viennent nous en parler. Ouais. Ah oui, c'est ça. Mon fils m'a mis en EHPAD, je n'étais pas au courant. Il m'a fait genre... Il n'a pas parlé comme ça, pardon. Il m'a mis en EHPAD, c'était soi-disant juste pour les vacances. Ouais. Et puis, je n'ai plus jamais revu ma maison depuis. Mais ça, c'est pas une seule fois. C'est pas une seule fois. Parce qu'ils savent pas comment faire, le fils. Il sait pas quoi faire. Ça se discute pas, ça. Ils savent pas comment discuter dans la famille. Et donc, je veux même pas lui jeter la pierre, mais cette pauvre femme... Ouais, voilà. Ça m'est arrivé de faire une visite en EHPAD et de revenir en disant à ma femme, c'est la tôle, quoi. Ouais. C'est ce sentiment, j'ai l'impression d'être allé voir un prisonnier, quoi. C'est souvent comme ça. Ouais, c'est... Enfin, ce serait un sujet en soi, hein, l'EHPAD. Alors, pour aller vers le positif, c'est justement ce que vous allez apporter, vous. C'est pas la tôle. Non. Et encore, on peut aller chanter en prison. Mais je veux dire, il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a quelque chose, et c'est ce que vous allez apporter là-bas. Oui, c'est ça. Mais pourtant,
pourtant, on sait qu'ils vont plus en sortir, que c'est leur dernière résidence, hein. Mais nous, on joue beaucoup sur la fibre nostalgique avec eux. Parce qu'on leur fait revivre les moments de jeunesse en chantant de la chanson française avec eux. On a les paroles, on les fait chanter avec nous, etc. Donc, on les repasse quand même dans leur passé, et c'est ça qui leur fait du bien. Oui, ça leur fait du bien, ça les éveille quelque part. Ça les Mais on éveille. place nos chansons, on place plus ou moins, le curseur, il n'est pas toujours au même endroit, selon que c'est un EHPAD chrétien ou pas, mais on place quand même l'espoir qui se retrouve dans nos chansons. Oui, et l'espoir, l'espoir dans le sens qu'elles ont encore leur place, quoi. Ouais, C'est aussi. ça l'idée. Non, mais c'est pas parce que ton enveloppe, elle est plus flétrie que la mienne, que tu as moins de valeur en tant que toi. T'es pas foutu. Non, tu es toujours encore là. Tu es toujours encore là avec tout ce que tu as vécu, et tu as ta place, et tu n'es pas oublié. Et puis tu es... Alors quand on peut, ça dépend jusqu'où on peut aller, mais tu es aimé. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es aimé et tu as de la valeur. Ça, c'est les trois grands axes sur lesquels on aime à insister, et après ça dépend effectivement si on peut... Et puis vous partagez l'étincelle que vous avez tous les deux dans les yeux de toute façon et l'énergie que vous avez. Ouais. C'est utile vrai, là, je pense. c'est Et puis le plaisir de la musique aussi. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, nous, encore une fois, quand il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, là, il y a une réalité. Hein. C'est vrai qu'on est parfois plombé, mais il y a quand même, on sait qu'on a donné. Et on a aussi beaucoup de reconnaissance. Vous reviendrez, c'était magnifique. Vous m'avez ressuscité, on a entendu. Ouais, quelqu'un a dit ça. C'était après le Covid. Hein. Vous m'avez ressuscité. C'était un Ou urgence, alors une soignante qui arrive en me disant « Monsieur, tel et tel, il est arrivé tout courbé. Quand je l'ai ramené dans sa chambre, il marchait droit. » Vous entendez des trucs comme ça? Et tu te dis « Mais merci Seigneur. En voilà des témoignages dont on parlait tout à l'heure, » Tu vois, d'encouragement. ça c'est impressionnant. Ou monsieur ou madame, ça je me souviens plus, je l'ai ramené dans sa chambre. Il m'a parlé, parce qu'il ne parle plus depuis des mois. Il m'a dit « C'était bien. » Tu entends ça, tu vois, tu te dis « Bon, écoute, voilà. » On ne sait pas l'impact que ça a dans l'individu. Dieu, il en fait quelque chose. On ne peut pas toujours dire tout ce qu'on a à dire, mais juste être à sa place, faire ce qu'on pense avoir à faire ou à dire, chanter, intervenir avec eux, avec amour, parce que voilà, et respect, on les considère, et voilà. Voilà, pour ceux qui se demandaient pourquoi est-ce que vous êtes ambassadeur du sel, eh bien, là, il y avait, je trouve, moi qui suis extérieur au sel, ça colle, je crois, à ce que tu viens de dire, parfaitement à l'ADN du sel qui veut faire le bien. Voilà, être et être amour et faire le bien. Dans un monde en détresse. Ouais, oui. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut le chercher près de chez nous ou loin de chez nous, et il y a du boulot. Il n'y a aucun problème. Je propose qu'on arrive tout doucement au bout de cet échange. Bilan, j'ai appelé. Alors, cette phase, j'ai pas été très original. Bilan. Au moins, on te suit. Ouais, c'est ça. Ouais, là, nos échanges, il y a des choses qui vous ont surpris dans ce que vous avez partagé. Vous ne pensiez pas porter ce genre de propos ou dire ça? Est-ce que comment vous faites le bilan de l'expérience là Je suis un peu rassuré déjà parce que c'était détendu. Parce que quand tu t'installes derrière un micro et que tu sais pas du tout à quelle sauce tu vas être mangé, on va te coincer sur des questions compliquées, mais je me rends compte que oui, c'était détendu, et puis qu'on a quand même vécu des choses, puisqu'on avait des choses à dire. On se rend compte que on est très gâtés de tout ce qu'on a vécu, cette diversité, le travail avec la jeunesse, etc. Et puis votre côté détendu à vous aussi. Et vous en avez profité aussi pour parler ce que vous ressentez. Donc c'était un vrai échange. Vous n'étiez pas juste à nous poser des questions, mais vous donniez votre avis, et nous, ça nous fait du bien. Ouais. Oui, Jean-Philippe donne beaucoup son avis, je trouve aussi. Tu peux me couper le micro. Et puis merci. On s'est aussi senti à l'aise grâce à vous, je dirais, parce que vous êtes très, dans le sens où vous nous accueillez avec ce qu'on est, et vous valorisez, et vous nous considérez en tant que tel, avec notre personnalité, avec notre passif, avec notre vécu et notre expérience. Et vous, quelque part, vous nous mettez en valeur, c'est vrai, et vous accueillez avec nos limitations et avec ce qu'on est, quoi. Donc c'est pour ça, c'était très agréable. Moi, si on me pose la question, beaucoup. est-ce que tu as déjà été encouragé? Il faudra que je retienne ce moment.
Parce que t'es source d'encouragement pour nous. Ouais, merci beaucoup. C'est parfait. Ça me réjouit. C'est top. On est au bout de ce dialogue bonus, voilà, où nous, on découvrait à chaque fois nos invités dans des temps préparatoires. Et puis après, l'émission La Rue du Sel, c'était très focus projet. Puis c'était un peu court, on n'avait pas assez le temps. Là, voilà, on a pu vous faire bénéficier aussi de ce dialogue, de cette découverte de personnes qui souvent nous inspirent. Vous nous avez inspirés, comme l'a dit Jean-Phi aussi tout à l'heure. Et voilà, en espérant que ça puisse vous aider et vous nourrir dans vos cheminements. Il y avait une parole d'envoi, Jean-Phi, il y a un truc... Tu dis que je prends trop la parole, donc ce sera... non. Juste comme c'est la toute première là, moi je trouve que mission accomplie dans ce qu'on voulait rendre. Okay. C'est-à-dire que souvent quand je parle à mes proches, j'ai rencontré un tel machin. Mais dans l'émission on voit rien. Il est tellement gentil. Il est en dehors du plateau, il est aussi comme ci, il est aussi comme ça. Et puis là je trouve qu'on vous voit. Et c'est le but de ce petit temps. Donc, trop bien. Si vous aimez ça, suivez les autres aussi. Il y aura d'autres invités le mois prochain. Yes, et donc sur YouTube, en tout cas sur la vidéo, on vous met toujours dans la description les liens vers site internet, le clip qu'on a largement évoqué aussi dans l'émission. On vous remet tous les liens, donc allez voir dans la description de l'émission et n'hésitez pas à aller découvrir aussi toute cette musique qu'on a évoquée si vous ne connaissez pas tout, et ça m'étonnerait que vous connaissiez les 14 albums et demi. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ça, et tout particulièrement sur ce clip qu'on vous a déjà chaleureusement recommandé. Merci beaucoup Denisa, et on se retrouvera du coup en décembre, le 1er décembre, avec l'Happy Hour, cette émission où vous allez rencontrer les autres invités de cette dernière partie d'année, donc aux côtés de Rosine et Thomas Blanc, aux côtés également de Dan-Clémence Rouffet. Voilà, donc que des musiciens, c'est un peu hasard du calendrier. Mais voilà, ça sera un moment de regard croisé, et on se réjouit de vous retrouver aussi à ce moment-là pour ce temps-là. À très vite, portez-vous bien, plein de bisous, ciao.